Bonjour et bienvenue. Notre invité de la semaine pour commenter l'actualité en Corse est Denis Luciani. Bonjour. Bonjour. Président de la Sociudi Parenti Corsi, donc les résultats aux élections de parents d'élèves qui viennent d'être connus. L'APC, avant de découvrir notre premier thème d'actualité, Denis, qui a fait un très beau score. Oui, on a tout lieu d'être satisfait. Nous sommes majoritaires dans toutes les instances représentatives de l'éducation nationale. Nous avons toujours un nombre conséquent d'élus qui maillent tout le territoire de l'île. Et c'est fort aussi de cette représentation que nous avons fait un certain nombre de propositions et que nous faisons un certain nombre de propositions sur l'éducation et le système éducatif en Corse aux candidats à l'élection territoriale. Alors effectivement, justement, le lien est tout trouvé puisqu'on va parler de ces élections territoriales. Vous avez vous allez mettre en place un certain nombre de questionnaires à destination de ces candidats. Aujourd'hui, on va écouter l'intervention de Christophe Cagnoni, qui est tête de liste Front National pour ces élections territoriales. Il parle de la culture, notamment culture française, culture corse, double culture ou pas, bilinguisme ou pas. On va écouter une courte intervention de Christophe Cagnon et on vous retrouve tout de suite après pour le commentaire. La France, c'est quoi? Ce sont des richesses d'identité. Les Bretons, les Basques, les Corses, vous avez les Ch'tis, vous avez les Niçois aussi. C'est un conglomérat d'identités. Il ne faut pas opposer l'identité française et l'identité des régions. C'est une erreur grave. C'est justement ce que veut Bruxelles. Ça leur permet, si vous voulez, de créer des Länder. D'ailleurs, les grandes régions ressemblent un peu aux Länder allemands. Et nous sommes contre cette nouvelles institutions. Évidemment, nous allons défendre notre identité. Puis moi-même, je suis un acteur culturel. Je ne vais pas quand même aller contre... voilà. Donc, l'identité culturelle pour nous est très importante en tant que Corse de souche aussi, si je peux me permettre. C'est très important pour moi. Et je me suis toujours battu pour la culture et je souligne quand même que sous la mandature qui se termine de M. Giacobbi, la culture a été mise à mal puisque les subventions ont été baissées de façon drastique. Pour nous, la culture corse, c'est l'identité et en même temps l'économie. Très important de porter ce thème-là. Denis Luciani, d'accord, pas d'accord? Le positionnement de Christophe Cagnoni? Pas d'accord. Enfin, il est évident que les identités, selon évidemment la philosophie politique dans laquelle on se trouve, on est soit sur... les identités ne sont pas forcément opposables, ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est-à-dire les identités, je pense que le Corse, par définition... même moi, donc j'ai fait mes études à Paris, donc mes études, on peut pas nier que même nous qui sommes nationalistes, nous avons une part de culture française, une double culture. Moi, je revendique même une triculturalité dans le sens où la culture italienne est quand même fortement présente ici en Corse, dans nos traditions, dans l'influence qu'elle a sur notre langue, sur l'historicité de la Corse. Je veux dire, si on va chercher, je dirais, dans les traditions historiques de la Corse, dans la formation culturelle de l'identité de l'île, il y a eu l'influence des villes italiennes vers lesquelles nos ancêtres ont immigré il y a des siècles, de l'influence de l'Église ici à travers le Concile de Trente, à travers la culture, à travers tout ce qui s'est fait. Ce qui était avant la biculturalité, la biculturalité corso-française ici était avant une biculturalité italo-corse, toscano-corse, comme elle se présentait. Donc les identités ne sont pas opposables, ça oui. Après, je veux dire, ça dépend comment on la conçoit. Dans la question de l'identité française, d'un point de vue jacobin, d'un point de vue depuis la Révolution, s'est construite sur le fait d'imposer une culture dominante sur les cultures périphériques. Je veux dire, l'identité française s'est faite historiquement à partir des rois autour du centralisme du roi ayant reçu l'onction de Dieu pour diriger la France, et à partir de la Révolution sur la constitution d'une identité autour d'une langue, le français, et autour d'une culture française qui doit s'imposer à travers l'éducation à toutes les cultures périphériques régionales. Donc c'est là qu'il y a cette opposition et qui est propre au centralisme français. Donc après, ça dépend... Sur la philosophie, en fait, de la définition, entre guillemets, de la culture entre le Front National et un mouvement nationaliste corse aussi,
Est-ce que... Le mouvement nationaliste pense que la culture corse est l'élément constitutif de la nation, du peuple corse et de la nation corse. Et que la cohabitation au sein de l'ensemble français des deux entités n'est pas possible dans les institutions actuelles. Parce qu'il y a une culture dominante qui est le français et une culture dominée qui est la culture corse, qui est placée en permanence dans une situation d'infériorité, même s'il y a eu des évolutions depuis les différents statuts. Donc après, chacun... je pense que la position qui est de dire qu'il y a deux cultures, il y a d'autres partis politiques qui la partagent. Tous les partis qui ne sont pas nationalistes pensent que les cultures françaises et corses ne sont pas opposables. Moi, je ne les oppose pas au sens premier du terme. Hein. Je ne les oppose pas au sens premier du terme. La question, c'est une question... nous avons une biculturalité, ça c'est une évidence. Je pense que tous les nationalistes auront du mal à ne pas reconnaître une biculturalité. Aujourd'hui, de fait, il y a très peu de gens qui... il faut remonter à des gens qui sont nés au début du siècle, qui étaient vraiment uniquement de culture corse. Aujourd'hui, il y a une situation de fait. Après, je dis, pour nous, la culture corse, c'est une culture constitutive d'un peuple, et c'est constitutif d'une nation. Voilà, à terme. Donc, c'est la différence, je pense, avec ceux qui se situent, qui pensent que la culture corse est une culture régionale qui s'insère dans un ensemble français. Voilà. Alors l'autre partie de l'interview de Christophe Cagnon parlait également du rapport à l'autre. Après, on verra un petit peu ce que la Sochudi Parantigors a demandé aux candidats aux élections territoriales. Donc ce rapport à l'autre, cette culture, en fait, pourquoi faire ? Cette culture, pourquoi la culture, c'est une manière d'être. Hein, je veux dire, il y a des différences culturelles. C'est vrai que la France est comme l'Europe, est une variété, est une mosaïque de peuples qui ont des traditions, des manières d'être différentes. Hein. Je veux dire, il suffit de dire que si vous allez en Alsace, vous allez voir qu'il y a une manière de parler qui est complètement différente de la nôtre, en Bretagne, mais aussi dans d'autres régions d'Europe. L'un des enjeux aujourd'hui, je dirais, du monde de l'Europe et de la France, c'est de savoir combiner les identités plurielles. Nous sommes dans un espace, je dirais, civilisationnel qui est l'espace européen, au sein duquel il y a des nations, des États-nations, où on s'y reconnaît plus ou moins, au sein duquel il y a des peuples qui ont été plus ou moins reconnus. On voit aujourd'hui qu'il y a des émergences de peuples qui ont volonté de devenir nation, comme l'Écosse et la Catalogne. Et c'est ce choix qui doit être fait. Alors la culture, c'est une manière fondamentale. Je veux dire, soit on est... Ça vous gêne aujourd'hui que le Front National, on va dire, flirte un petit peu avec ces thèses-là ou pas ? Je vois pas pourquoi. D'abord, c'est son problème à lui. Hein, je veux dire, c'est son problème à lui. Moi, il n'y a rien qui me gêne a priori. Je veux dire, les gens... les choix sont faits par des partis. Si demain Tsoukaril il va me dire qu'il est pour la culture corse et la co-officialité, je ne vais pas dire à Tsoukaril non, parce que ne dites pas que vous êtes parce que c'est lui. Voilà. Après, je pense qu'il y a des choix qui sont complètement différents. Les choix du Front National au niveau national sur par exemple la charte des langues minoritaires, les votes qu'il y a eu à l'Europe ont été des votes contre. Je veux dire, et répéter, c'est des positions qui sont proches de Chevènement, qui sont proches de... Enfin, il y a toute une ligne qui s'est concrétisée d'ailleurs au Sénat français, avec une ligne d'opposition avec la reconnaissance justement de ces cultures régionales. Je veux dire, dans les votes, lorsqu'il y a eu la proposition de François Alfonsi à l'Europe, on votait contre pour l'essentiel des députés français, soit des députés de droite, des députés européens de droite, du Front National et quelques députés du Front de gauche comme Mélenchon, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les évolutions, très franchement, je pense que le mouvement nationaliste, ses idées ont gagné un panel très large, que ce soit à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, plus ou moins, de manière plus ou moins
forte, de manière plus ou moins reconnue. Après, il y a toujours eu une tradition en France, je dirais dans la droite, d'attachement au terroir, d'attachement aux valeurs, aux identités régionales. Hein, il y a une tradition qui est également jacobine, qui est une tradition où effectivement il faut combattre ces identités pour les fondre dans un moule commun. Moi, après, je veux dire, chacun fait chez soi. Chacun fait chez soi. En tout cas, aujourd'hui... Chacun fait ses choix. Ses choix. Voilà, fait ses choix. Moi, je pense que il y a un jour Nicolas Alfonsi qui avait dit, qui est un de nos adversaires les plus... qui avait dit un jour, les nationalistes ont gagné la bataille des idées. Je pense qu'on a gagné la bataille des idées. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné la bataille du terrain. Je pense que paradoxalement, si nos idées ont gagné sur le terrain, la décorcisation, elle avance, avec notamment à la fois par un double phénomène de mondialisation qui impacte aussi ici, de francisation et également de population, d'évolution de la population. Donc, personnellement, je pense que les identités plurielles, c'est quelque chose qui fait partie du monde d'aujourd'hui et de demain. C'est quelque chose qui est positif, qu'il ne faut pas les opposer, et ça je suis tout à fait d'accord. L'identité, c'est quelque chose que l'on ressent. C'est quelque chose que l'on ressent à titre individuel et à titre collectif. Et on ne peut pas imposer aux gens une identité qu'ils ne ressentent pas. Sinon, c'est le système français, justement, qui a justement dit, vous allez devenir français, donc vous allez renoncer, vous allez dépouiller de ce que vous étiez pour devenir français. Voilà. Ça, c'est pas ma conception. Oui, merci beaucoup, Denis Luciani. On va se retrouver dans le courant de la semaine. On va parler justement des propositions que vous avez faites aux candidats aux élections et du questionnaire que vous allez leur distribuer. À demain. Bonjour et bienvenue, notre invité de la semaine, Denis Luciani, président de l'asso Ciudi Parenti Goursi. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un nouveau thème aujourd'hui, la laïcité, à travers une intervention de Michel Barra, le recteur d'académie. C'était à l'occasion de la présentation du dispositif de la réserve citoyenne. Et on a élargi un peu le sujet, forcément, avec le recteur d'académie. Quelle définition de la laïcité, quelle définition de la citoyenneté dans l'école, notamment. On écoute Michel Barra et on vous retrouve après. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le mot laïcité est utilisé dans différents contextes et parfois dans une falsification de concept. La laïcité, c'est quoi? C'est la possibilité d'un vivre ensemble. Ce n'est pas une structure anti-religieuse. C'est une structure qui garantit à toute personne la possibilité de croire, de ne pas croire, d'être un fidèle de la religion de son choix et d'avoir aussi un espace pour pouvoir exprimer ce qu'est sa foi ou sa non-foi. Ça, c'est extrêmement important de le dire. C'est donc un lieu de véritable liberté. Vous avez parlé d'humanisme également. Ça veut dire que cet humanisme, il faut le remettre au sein de l'école? Ah ben écoutez, oui, je pense, ce qu'on entend toujours sur l'école aujourd'hui, c'est une vision très utilitaire de l'école. Je n'ai rien contre le fait que l'école serve à quelque chose, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Mais l'école, ça ne sert pas qu'à trouver un métier. L'école, ça sert d'abord à construire des personnalités, surtout dans l'école obligatoire, qui est commune à tout le monde, qui est commune quel que soit le métier que vont exercer les jeunes filles ou les jeunes garçons. C'est aujourd'hui l'école le seul lieu que vont avoir toute une génération en commun. Du côté des garçons, il n'y a plus de service militaire, où va se construire l'idée, non pas d'une appartenance, mais d'une fraternité entre des individus qui sont des citoyens. Il n'y a plus que l'école pour le faire. Denis Luciani, en tant que représentant de la fédération, on le rappelle, majoritaire, fédération de parents d'élèves majoritaire en Corse, l'analyse de Michel Barra sur l'humanisme, la laïcité. Alors, tout d'abord, sur la laïcité, évidemment, c'est un thème sur lequel on réfléchit beaucoup, et sur lequel on a pris position. Je pense qu'effectivement, il y a une remarque que je partage. La laïcité, ce n'est pas de combattre les religions. Hein. La laïcité, il y a une laïcité complètement schizophrénique qui notamment est en cours en France. Là, je veux dire, quand on interdit les crèches dans les lieux dans les mairies, je pense qu'on est carrément dans le délire. La laïcité, c'est effectivement de ne pas d'observer une neutralité vis-à-vis de la religion et d'avoir une vision, de ne pas être un État théologique, je dirais, ou un État avec une religion d'État. La laïcité qui a été mise en place de manière informelle par Paoli, parce que c'est pas exactement un régime laïque, mais il y avait une vision assez apaisée de la laïcité. Il y a deux conceptions de la laïcité. La laïcité agressive
qui est celle des Mélenchon, etc., qui consiste à combattre, en fait, une sorte de contre-religion, hein, et puis à la laïcité, qui consiste tout simplement à avoir une vision apaisée des choses et observer une certaine neutralité. Nous, c'est vers cette laïcité-là que l'on se reconnaît, qui est la laïcité qui était celle de Pascal Paoli, d'ailleurs, qui l'a pratiquée, puisque ça ne nie pas effectivement les racines chrétiennes de la Corse. Je pense qu'il y a un mouvement d'ailleurs qui a pris cette position récemment. Ça ne nie pas les racines chrétiennes de la Corse, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a une tradition culturelle, il y a une tradition religieuse qui ont formé des identités, hein, qu'on ne vit pas dans cette dimension uniquement spirituelle qui impacte sur la politique, mais qu'elle fait partie de la construction du citoyen. Après, effectivement, aujourd'hui, il y a des croyances différentes, il y a des manières d'aborder la spiritualité différentes. Je pense que la laïcité, c'est une neutralité. Voilà comment je donnerais cette définition. C'est une neutralité, ce n'est pas une contre-religion. Je pense qu'il y a ces deux visions qui s'opposent. Dans la tradition jacobine de la France, la laïcité est devenue une sorte de religion qui, en corrélation avec le jacobinisme, hein, qui a essayé de forger une sorte de seconde, notamment à travers l'école, en combattant les cultures régionales, justement, etc. Après, il y a une manière de voir les choses de manière plus apaisée et de dire, voilà, il y a des gens, il y a des traditions qui ont forgé une nation. Moi, je pense que la nation corse, comme d'autres nations en Europe, il y a la nation moderne, qui s'incarne donc la souveraineté du peuple, et puis cette nation moderne est issue d'une nation qui s'est forgée au cours des siècles précédents et du Moyen-Âge et qui a constitué une identité. Il ne faut pas couper à un moment donné l'ensemble de ce processus, Quant à l'éducation aujourd'hui, l'enjeu de l'éducation en Corse, nous sommes pour un système éducatif en Corse. C'est-à-dire, nous demandons le transfert d'un certain nombre de compétences. Pensons qu'effectivement, l'éducation doit avoir un rôle, et c'est là le rôle notamment à travers la généralisation du bilinguisme, mais pas seulement. Je veux dire, on demande un calendrier scolaire qui respecte un certain nombre, qui ne soit pas le calendrier actuel, qui colle avec la réalité culturelle des traditions et la réalité climatique de l'île, également, on s'insère dans un certain nombre de repères. Voilà. Et je pense que l'éducation, à travers notamment le bilinguisme, à travers l'appréhension de la culture corse, c'est quelque chose qui doit avoir un rôle fondamental. Bon, après, il faut donner les moyens, évidemment. Lorsqu'on veut que les gens s'intègrent au peuple corse, il faut qu'ils en aient les moyens. Hein. Notamment les moyens, aujourd'hui, on a un problème au niveau de la ressource enseignante, par exemple, pour apprendre le corse. Mais c'est un projet, c'est pas seulement un aspect linguistique. Voilà. Donc, pour revenir sur ce qui a été dit, je pense que la laïcité, c'est une neutralité vis-à-vis du fait religieux. Et ce n'est pas que le fait religieux, après, à travers une forme de communautarisme, impacte également le système éducatif et la communauté, je dirais la communauté éducative. Il ne faut pas qu'il y ait ce phénomène inverse. Il ne faut pas qu'on s'adapte non plus aux faits religieux. Donc c'est une forme de communautarisme. À tous les faits religieux. À tous les faits religieux, oui. Il ne faut pas qu'on s'adapte à tous les faits religieux. Mais ça veut dire que il y a une communauté qui en Corse est une communauté traditionnelle, qui est une communauté qui existe depuis des siècles. C'est à elle à fixer les conditions de l'intégration. Et effectivement, l'une des notions que je rejette, c'est cette notion le multicommunautarisme, le multiculturalisme, parce que ça aboutit à une juxtaposition des communautés. Effectivement, il y a eu la notion qui a été mise en avant d'interculturalisme. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, dans le sens où, en Corse, la population augmente beaucoup, l'école est le réceptacle de cette augmentation de population, et que c'est à nous également à trouver les voies et moyens de définir les conditions de l'intégration. L'une des grandes erreurs qui a été faite, notamment en Corse, c'est qu'on vit, à partir du moment où nous n'avons pas défini, nous n'avons pas les moyens de souveraineté, nous ne pouvons pas définir les conditions d'une intégration des populations diverses qui arrivent sur l'île.
étant donné aussi la masse de ces populations. Il va se savoir que s'il arrive 2 personnes dans un village, ça ne va pas poser de problème d'intégration. Et s'il en arrive 2000, et au rythme où ça arrive par an, ça pose un problème qui est un problème fondamental. Donc nous n'avons pas pu définir ces conditions. Nous n'avons pas les moyens juridiques de le définir, nous ne disposons pas, et ça ne peut pas se faire dans les faits comme ça se faisait jusque dans les années 60 ou même 70. Donc il faut que nous-mêmes, nous trouvions nos propres voies pour définir l'intégration des populations qui sont là. Je pense que la base historique sur laquelle on peut se fier, c'est la base de Paul, même si ça se passe au XVIIIe siècle, mais il a quand même donné des principes qui sont des principes dans lesquels moi je me reconnais. C'est une tolérance religieuse, c'est également c'est une acceptation du fait religieux et du fait et de distinguer le fait religieux et le fait laïque, le fait politique. Et à partir de là, on peut sur ces traditions historiques nous-mêmes définir ces conditions. L'idée donc que vous défendez à travers l'assaut Tchoudi Parintigors, on l'a bien entendu, intégration à travers la langue notamment, à travers le bilinguisme, c'est ça l'appel que vous lancez aussi aux politiques, puisque ce fameux questionnaire dont on parle... L'appel aux politiques, c'est de dire la Corse connaît des mutations de population extrêmement importantes, l'école est le réceptacle de ces mutations. Si vous voulez créer un devenir, il faut d'abord maîtriser les flux qui entraînent que la Corse maîtrise ces flux migratoires. Il faut ensuite donner à l'école le cadre juridique et les moyens pour intégrer. Vous ne pouvez pas faire apprendre le corse à des populations quand vous n'avez pas assez d'enseignants en Corse. Vous avez déjà du mal à apprendre ceux qui sont corses d'origine. Donc aujourd'hui, quand on parle de généralisation du bilinguisme, il faut avoir les moyens humains de généraliser le bilinguisme. Et dans l'école et dans la société, parce qu'on parle aussi de la société. Mais enfin, à un moment donné, vous parlez des moyens humains. Vous ne pouvez pas apprendre le corse à des gens si vous n'avez pas des gens pour les apprendre. Et si vous n'avez plus le bain de population suffisant pour que ces gens s'intègrent de manière naturelle à l'île. Donc, c'est une question qui est... l'éducation, le système éducatif en Corse, c'est quelque chose de fondamental. Je pense qu'il faut définir ce que l'on veut, ce que l'on veut à travers la génération du bilinguisme, ce que l'on définit à travers la culture corse, parce que ça c'est important. Je veux dire, la langue, c'est pas seulement un outil. On ne va pas apprendre le corse comme on apprend l'anglais, comme uniquement outil de communication internationale. C'est aussi une manière d'être, une manière de concevoir le monde. Tout un art de vivre qu'il y a ici et qui s'articule autour des fêtes, autour des repères culturels, autour de... et tout ça, c'est ça qu'il faut proposer. Et je pense que là, en l'état actuel, on est loin du compte. Donc si on ne prend pas en compte le système éducatif, si au niveau de la CTC, on n'a pas cette vision de dire, voilà, nous, l'éducation, on la voit comme ça, on parle avec les services académiques et on propose ça et ça, on propose tel axe, tel axe, tel axe. Je ne vois pas comment on peut intégrer des populations. On va continuer à avancer des slogans, à mettre en avant des principes qui ne seront absolument pas, qui n'auront aucune concrétisation. Juste en 2 mots, Denis Luciani, parce qu'on est pressé par le temps, c'est le rôle d'une fédération de parents d'élèves ? Le rôle d'une fédération de parents d'élèves, c'est d'interpeller. D'abord, la fédération de parents d'élèves, elle est au contact de problèmes qui sont des problèmes récurrents que l'on trouve école par école, et qui parfois sont déformés et qui donnent lieu à des exploitations qui n'ont pas lieu d'être. Mais le rôle de la fédération de parents d'élèves, c'est d'alerter et de dire voilà, nous sommes face à tel type de problème, il faut prendre certaines solutions et il faut prendre certaines solutions. Nous on les propose, on ne dit pas que c'est les nôtres à prendre, c'est pas un catalogue à prendre in extenso, mais on pose le débat et aussi aux politiques de répondre aux problèmes de la société. Et l'éducation est un des problèmes de la société. Nous sommes le réceptacle là où nous sommes élus, dans toutes les communautés éducatives, que ça aille des instances académiques jusqu'aux écoles, au conseil d'école. Il y a un certain nombre de problèmes qui se posent de manière récurrente. Et il faut à un moment donné prendre le taureau par les cornes et apporter des solutions. Merci beaucoup, Denis Luciani. À demain. Bonjour et bienvenue. Notre invité de la semaine, c'est Denis Luciani. Bonjour.
Bonjour. Président de la Fédération de parents d'élèves de la Sochoudi Parintigor. Si on va parler d'un thème important aussi, le thème du foncier, le thème du logement. L'office foncier, les statuts de l'office foncier ont été mis récemment donc sur les rails, on va dire, avec différents projets qui ont été présentés par les différentes communes. On écoute Maria Dudicelli sur cet office foncier, sur ses missions notamment, et on vous retrouve tout de suite après. L'office foncier, il a vocation, dès lors qu'une collectivité locale lui en fait la demande, et pour le compte de cette collectivité locale, il a vocation à acquérir du foncier sur la base d'une estimation des domaines, donc à des prix régulés, à garder le foncier le temps que la collectivité soit elle-même en capacité d'affiner et de faire aboutir son projet de construction de logements et de logements sociaux en particulier, effectuer le portage foncier, éventuellement mettre en constructibilité les terrains, à savoir dépolluer, sécuriser, éventuellement démolir un bien qui aurait été dégradé, et une fois tout cela fait, il remet à disposition de la collectivité ou de l'opérateur qui va réaliser la construction le foncier initialement acquis au prix d'acquisition initiale. Donc ça signifie là, en opérant, on va dire, encore une fois, une modération, une régulation des prix du foncier, et donc il permet effectivement une politique de construction du logement massive, parce que 22 millions d'euros auxquels s'ajoute une taxe spéciale d'équipement annuelle de 2,5 millions qui se régénère automatiquement, puisque chaque fois que le foncier est mis à disposition, on récupère la mise de fonds initiale, eh bien ça va être de nature à effectivement permettre la création de logements. Notre objectif étant d'atteindre la construction de 2000 logements par an, dont 600 logements sociaux, ça c'est fondamental. Alors Denis Luciani, l'office foncier, outil utile ou véritable hochet que l'on agite au fur et à mesure qu'on voit s'éloigner le statut de résident? Alors, je ne vais pas opposer les deux, mais si j'ai à choisir, je choisirais incontestablement le statut de résident. Je pense que si on prend le problème dans sa globalité, la Corse a été protégée au niveau de la fiscalité par les arrêtés Millau jusqu'à, je dirais, les années 2000. La Corse avait une démographie faible, une structure villageoise et une économie qui permettait jusqu'il y a encore, on va dire, 20 ans, pratiquement tout le monde pouvait se loger presque de partout, sans aucun problème. Aujourd'hui, et surtout à partir des années 2000, mais il y a eu à partir des années 60 un processus d'augmentation de la population qui s'est accéléré. Et il y a également une augmentation du prix du foncier qui est considérable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des problèmes pour se loger, on a même des problèmes pour louer, surtout dans les environs des villes, mais même dans d'autres régions. Il y a des régions qui sont moins peuplées, comme la région de Porto-Vecchio, la région de Balagne. C'est aussi pas évident de se loger. Donc, il y a une problématique de fond. La problématique de fond, c'est que la population, la Corse, va recevoir de manière inéluctable un apport de population qui ira en s'accroissant. Parce que la démographie générale, parce que nous avons une démographie beaucoup plus faible que les îles de Méditerranée. Si nous parlons de manière, si vous comparez les autres îles de Méditerranée et par rapport à notre surface avec 40 habitants au kilomètre carré, je veux dire, nous pourrions passer pratiquement, ça ne pose aucun problème d'avoir 600, 700 000 habitants. Le problème, c'est que vous avez 600, 700 000 habitants, donc il faut savoir combien il y aura de Corse, c'est quand même la question fondamentale. Et après, il y a le problème de la pression foncière, et où vont-ils habiter, etc. Dans les perspectives qui sont tracées, moi, j'ai une vision qui est, évidemment que je suis pour les logements sociaux, ça je suis d'accord. Mais ma vision de la Corse, c'est pas la Corse des logements sociaux. La Corse est une Corse qui a vécu dans les villages, qui a une identité qui est liée au village, il y a une culture, justement, on parlait de culture, hein, ça fait partie aussi de cet art de vivre. La Corse n'est pas seulement les villes, ce n'est pas Ajaccio ou Bastia, même si nous sommes tous des urbains. Moi, j'habite à Ajaccio, hein, mais il y a cette vision, et je pense que si on se fie uniquement à l'office foncier et qu'on oublie la question du statut de résident, on est dans l'erreur totale. Parce que là, à ce moment-là, on va accroître des zones urbaines, on va construire des logements, mais on va d'une certaine manière détruire une certaine identité qui est la nôtre. Le statut de résident, qu'est-ce que c'est ? Le statut de résident, c'est quelque chose qui permet de protéger l'accès à la propriété des Corses
pour moi, et pour nous, c'est une étape vers la citoyenneté. Mais c'est également, il y a des pays où il y a des gens qui viennent vivre et travailler et qui ne restent pas et qui repartent. Mais il faut protéger ceux qui sont là de cette pression qui va s'accroître. La grande question qu'il y a aujourd'hui, c'est que la pression immobilière sur la Corse est située en Méditerranée, dans une zone, on va dire, calme, qui va attirer, de par le climat, de par l'environnement, de par toutes sortes de choses, qui va attirer des populations venues d'ailleurs, venues du nord, venues du sud. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut accepter de disparaître d'une manière ou d'une autre, ou de disparaître soit parce que notre identité sera noyée, soit parce qu'elle sera une identité parmi d'autres, soit parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus se loger. On ne pourra plus se loger, on ne pourra plus acheter dans certaines zones. C'est ça la véritable question. Est-ce que l'office foncier répond à cela ? Moi, je pense qu'il répond une partie. Il ne répond pas à la totalité. La question de la terre, la question est une question fondamentale. En supprimant les arrêtés MIO, c'est quelque chose, ça a été dit, qui va obliger les Corses à vendre massivement. Et c'est une injustice historique. C'est une injustice historique eu égard... À vendre à qui ? Parce qu'il y a celle-là, la question aussi. À vendre à qui ? Mais si vous allez... On sait pertinemment qu'il y a des individus ou des sociétés qui peuvent investir en Corse. Surtout à partir du moment où, heureusement ou malheureusement, sans contre, la lutte armée est finie, le FLNC a déposé les armes l'an dernier, et aujourd'hui, vous savez, le Qatar investit en Sardaigne, toute la Costa Esmeralda est rachetée par le Qatar. Toute une série d'investissements internationaux qui n'ont pas eu lieu en Corse depuis des années peuvent avoir lieu dans les années qui viennent. Je ne vois pas ce qui les en empêcherait. Est-ce que ce n'est pas de la responsabilité individuelle aussi de céder du foncier, peut-être à moindre... Vous savez, il y avait un dicton, je vous racontais une fois où j'étais avec des élèves, en cours de Corse, j'ai cité le dicton qu'on m'avait répété, « Venda tar et venda babe mam ». Et il y a une élève qui pourtant était corse, qui a été surpris par cette... Elle me dit comment on disait ça, enfin pour elle ça ne lui parlait pas du tout. Venda tar et venda babe mam, c'est-à-dire quand on vend sa terre, on vend son père et sa mère. C'est une vision qu'avaient nos anciens et que je partage. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la paupérisation de la population fait que la vente du foncier est une source de revenus. Est une source de revenus parce qu'aujourd'hui, l'économie de Corse est une économie assistée, avec l'afflux du tourisme, mais qui ne constitue pas même si la saison a augmenté en temps, ne constitue pas une ressource pérenne pour les populations, et que ces choix entraînent aujourd'hui, de fait, la paupérisation de la population, la vente des terres. Et c'est difficile de dire à des gens de ne pas vendre un morceau de terre parce qu'ils veulent le vendre pour leur fils ou pour leur fille. Ce n'est pas seulement des spéculateurs qui peuvent vendre. C'est des gens qui sont peut-être obligés. On en connaît. Dans les villages, dans les familles, etc. C'est pas forcément un processus qui est un processus, je dirais, malsain ou voulu par ça. Il y a des gens qui vendent parce qu'ils sont obligés de vendre, parce qu'ils ne peuvent plus entretenir ces situations. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? C'est ça la véritable question. Est-ce que quelqu'un qui a un revenu moyen dans un village vous ne pouvez avoir que des revenus moyens d'ailleurs, est-ce qu'il peut acheter une maison ? Est-ce que nous allons accepter de voir notre patrimoine foncier, qui fait partie de la culture, disparaître ? Est-ce que nous allons accepter que les côtes soient de nouveau, que toute une partie de la population corse ne puisse plus acheter dans des pans entiers du territoire de l'île ? C'est ça la situation. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? C'est l'unique question. Et pour moi, la réponse du statut de résident, qui est une phase vers le... Il faut savoir que ça se fait dans d'autres pays d'Europe. Tous les petits États indépendants, les petits États, petites populations, protègent et leur population et leur citoyenneté et protègent leur foncier. Parce que c'est comme ça qu'ils survivront. Dans les masses démographiques qu'il y a aujourd'hui en cours en Europe, vous êtes rapidement, et les moyens de transport qu'il y a aujourd'hui, vous êtes obligé vous prenez ces mesures.
Vous prenez ces mesures parce que ce sont tout simplement, ce n'est pas des mesures de discrimination, parce qu'on a tout le temps ce mot à la bouche, c'est des mesures de protection d'une identité d'un peuple sur sa terre. Et moi, je veux dire, l'office foncier, c'est bien, je ne considère pas que c'est ce qui empêchera l'évolution majeure. L'évolution majeure, c'est que la Corse est pauvre, elle ne tire pas une économie dynamique qui permet des revenus suffisants, eu égard notamment de l'Europe du Nord. La Corse n'a pas les moyens juridiques de sa protection de son patrimoine et de sa culture et des évolutions de sa population. Elle n'a pas, et du point de vue, elle est soumise elle est sur une région, bon, elle a des attributs qui sont très intéressants. Elle va être soumise à une pression d'investisseurs, d'achats, que ce soit des individus, que ce soit des sociétés. Voilà. Et ce qui s'est produit dans les années 60, qui a été stoppé par la réaction qu'il y a eu notamment du mouvement nationaliste, cela risque de se reproduire de manière beaucoup plus importante à partir d'aujourd'hui. Pour l'instant, on n'en voit que les prémices, c'est-à-dire nous, on se limite à l'achat de résidences secondaires, etc. Mais moi, les investissements que l'on voit faire en Sardaigne ou dans d'autres régions touristiques, je ne vois pas pourquoi ils ne se feraient pas en Corse aujourd'hui. À mon avis, c'est une question de temps. Merci beaucoup, Denis Luciani, d'avoir répondu à nos questions. On va se retrouver dès demain pour la dernière émission de la semaine. Bonjour et bienvenue. Nous accueillons Denis Luciani. Bonjour. Bonjour. Président de l'asso Ciudi Parenti Corse, la première fédération de parents d'élèves de Corse, donc suite notamment aux derniers résultats des élections. On va parler justement des jeunes aujourd'hui et de l'emploi des jeunes. On va écouter Charlie Voglimacci, qui est élu municipal, élu départemental également, et à ce titre président de la mission locale d'Ajaccio, son titre donc d'élu municipal, sur les emplois d'avenir. On va écouter Charlie Voglimacci et on vous retrouve après. C'est un premier pas dans la vie active pour eux, c'est très important. Quand on a un emploi d'avenir, on a obligation de suivre un cursus de formation, c'est obligatoire. Donc ensuite, à l'issue du contrat, ils peuvent être définitivement embauchés en CDI. S'ils ne le sont pas, ils auront déjà une première expérience d'un premier travail. Un premier travail donc dans les collectivités. Tout à fait, nous avons les 3 collectivités qui jouent le jeu depuis 2012. Alors il en manque une, c'est la CTC, donc j'espère qu'un jour elle franchira le pas. Il faut donner la chance à nos jeunes. Je veux dire, aujourd'hui nous avons un taux de chômage très élevé. Il dépasse, je crois, au niveau des jeunes, c'est plus de 25%, donc c'est énorme. Voilà. Et puis vous savez, quand un jeune a un travail, il est occupé, et puis il n'est pas occupé à faire autre chose, c'est très important. Denis Luciani, emploi d'avenir, est-ce qu'ils portent bien leur nom pour notre jeunesse ou pas ? Écoutez, j'allais dire, il vaut mieux ça que rien du tout. Je pense que l'avenir se construit, l'économie fait partie de la culture, de la société et de la vie. Et lorsque la Corse avait une économie agro-pastorale, il y avait tout un système qui était organisé autour de l'économie agro-pastorale. Et l'autre jour, j'étais au Conseil économique et social et il y avait le collectif Zéro Fratz qui venait et Jean-François Nadine il me disait mais nos anciens ils recyclaient, ils pratiquaient le recyclage des déchets naturellement, c'est ce qui était vrai, mais enfin c'était pas la même économie. Je pense que aujourd'hui l'économie corse c'est quoi ? L'économie corse est passée, c'est un lieu commun que de le dire, de la structure agro-pastorale qui était la structure traditionnelle, à une économie d'assistanat, le tourisme l'été qui est important en termes d'afflux, qui est une locomotive en matière notamment de flux financiers, mais qui demeure saisonnier. On ne développe pas le tourisme hors saison, ce qui pourrait se faire, hein. Et également, surtout, l'omniprésence de l'emploi public. C'est pas aujourd'hui, à moins d'évoluer vers un type d'économie qui avait lieu il y a quelques années, l'emploi public qui va être l'axe de développement de l'île. Il y a des axes de développement qui ne sont pas mis en place pour des raisons X ou Y, mais qui ne... Est-ce qu'aujourd'hui, on va donner aux jeunes, c'est de dire aux jeunes, allez dans l'emploi public? C'est ça la question. L'emploi public s'est développé comment? Parce que avec le système administratif qui s'est greffé, ça a été un bassin d'emploi, et grosso modo, à partir des années 60, on a donné des emplois dans les colonies, on a donné des emplois dans les diverses administrations qui se créaient.
Et comme on a le sens pour pervertir même tout ce qui est bien, les offices, par exemple, la décentralisation a été encore un bassin d'emploi. Et tout ce qui se crée devient une sorte de gestion claniste, de clientèle, qui aboutit à une situation complètement ubuesque qui est celle d'aujourd'hui. Et même ubuesque dans le sens où les jeunes... il y a une fois, on m'a dit dans un lycée d'Ajaccio, parce qu'on a posé la question aux jeunes, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient tous travailler au conseil général. Donc, on donne des leurs, on ne peut pas. Bon, alors on définit une société soviétique, auquel cas c'est très clair, on donne les règles, on ne va pas dire aux gens, travaillez dans l'emploi public, vous n'avez tous qu'à aller dans l'emploi public. Il y a une économie à développer. L'économie à développer, elle est basée, il y a le tourisme. Le tourisme peut être créateur d'emplois, mais enfin il faut changer. Il y a une évolution qui s'est faite, mais elle n'est encore pas suffisante. Il faut évoluer dans ce domaine. Il y a également d'autres secteurs qui peuvent se développer, liés au transport, liés par exemple à l'économie d'avenir. J'avais présenté il y a quelques années, c'était dans le Ribon, sur le projet de développement de pôles, de technopoles dans les différents points de l'île, dans les différentes zones aéroportuaires. L'industrie de la recherche, par exemple, liée aux énergies nouvelles, liée à l'environnement, liée au transport. Il y a toutes sortes de... l'agriculture également peut être repensée et redéveloppée. Tout ça, ça peut être générateur d'emplois. Et surtout, il y a une vision, un rapport à l'extérieur qui doit être construit. Parce que pourquoi il n'y a que l'emploi public? Parce que les transports, on revient au dossier d'aujourd'hui, ont été organisés uniquement à destination de Marseille, dans un monopole de relations avec la France, et que tout le bassin méditerranéen, je pense par exemple à l'Italie, la Sardaigne, l'Italie, qui sont des régions avec lesquelles on est très proche, et on a des relations, on pense qu'on parle d'arrêter les lignes avec la Sardaigne qui a 12 km, enfin, c'est une aberration énorme, hein, je veux dire, ça ne se passe nulle part ailleurs en Europe qu'ici, on envisage des choses pareilles, alors qu'on est nous n'avons pas de relation, pratiquement pas, avec les îles toscanes que l'on voit tous les jours de Bastia. C'est quand même quelque part, je dirais, presque une insulte à notre propre intelligence. Donc l'ouverture sur le bassin méditerranéen, et notamment sur les pays limitrophes, c'est-à-dire l'Italie, la Sardaigne, l'Espagne, la Catalogne, c'est une immense perspective. Ça sort de l'économie de distribution, de consommation et de dépendance et de l'emploi public. Et je rajoute que l'emploi public, développer ce système d'assistanat généralisé, c'est ce qui développe, avec la spéculation immobilière, le système mafieux. Parce que là, vous avez un emploi public, et notamment tout le système des marchés publics, une économie captive, c'est là où se développe l'économie mafieuse. Hein. Donc, sur ces emplois, pour revenir à ça, je pense que c'est bien. Je pense que le développement de la Corse doit être pensé différemment. Aujourd'hui, il y a des solutions d'urgence, et je pense que ça en fait partie, mais il faut offrir à la jeunesse des perspectives, une ambition qui est autre. Il y a, à travers l'université, à travers ce qui doit être développé avec la recherche en lien avec l'université, moi je pense que la Corse pourrait être, par exemple, en pointe du point de vue des énergies nouvelles, les énergies renouvelables, et que ça pourrait être un des grands axes. J'ai entendu José Ross l'autre jour qui disait que la Corse ne sera pas la Silicon Valley. Sans aller jusqu'à la Silicon Valley, il y a des régions d'Europe qui ont développé des secteurs de pointe et qui sont... je ne pense pas qu'on est plus bête que les autres. Hein. Alors, il va falloir qu'on m'explique. Et en plus, je pense que notre situation en Méditerranée doit être repensée. Dans les rapports, par exemple, avec la Sardaigne, j'y travaille d'ailleurs personnellement, il faut redéfinir totalement des rapports avec je suis même, pour moi, une euro-région corso-sarde, hein, ça ouvrirait un horizon considérablement plus important pour nos jeunes et pour tout le monde. Et les rapports, par exemple, avec l'Italie, il y a des villes italiennes avec lesquelles on pourrait développer beaucoup plus les échanges, et ça créerait de l'emploi et de la richesse. C'est cette vision dynamique qu'il faut avoir. Cette vision dynamique, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec la Toscane, qu'est-ce que je peux faire avec la Ligurie, avec la Catalogne qui va devenir... Il y a des partenariats à faire, il y a des partenariats à créer, il y a des liens à retisser, parce que nous avions des liens avec ces régions, ces États, ces pays que nous n'avons plus, qu'il faut refaire, que l'Europe, qui a des bons et des mauvais côtés, mais celui-ci c'est un bon côté, permet de retisser. Et je pense que là, il y a véritablement une vision créatrice de richesse, créatrice d'économie, créatrice de richesse, de développement économique et d'emploi.
je pense que sortir de l'emploi, de cette culture de l'emploi public, qui n'est même pas une culture, là où il y a un côté pervers, c'est que c'est une culture de la planque. C'est-à-dire qu'on va essayer de capter des fonds, de se placer pour essayer de gratter le maximum. On ne pense pas du tout à créer. Et ça génère une injustice, c'est-à-dire que c'est celui qui est le mieux placé, qui est le plus filou, qui met le plus de pression, qui arrive aux dépens des autres. Ce n'est pas du tout une économie juste, ça n'offre aucune perspective, aucune réalisation. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette unicité de relation avec la France, à travers notamment les transports, qui sont à mon avis le verrou principal de l'économie. Et si les transports ne sont pas des transports adaptés, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de relation avec l'ensemble du bassin méditerranéen et de l'Europe, etc., je ne vois pas comment l'économie peut se développer. Alors effectivement, on créera à chaque fois des emplois. Mais moi, je pense qu'il y a une autre vision. Et c'est là où justement la définition, par exemple, de la politique des transports est importante. L'avenir pour la Corse, c'est d'avoir une économie réelle, pas une économie d'assistanat, une économie qui valorise l'intelligence, qui valorise la richesse, qui valorise le travail, hein, et la création. C'est ça qui créera la véritable richesse. Je pense qu'il y a un potentiel intellectuel en Corse qui n'est pas du tout exploité, qui est au contraire sclérosé par le système dans lequel nous sommes. Merci beaucoup, Denis Luciani. On va rester justement sur cette note optimiste en faveur de la jeunesse. Et puis, on vous retrouve au fur et à mesure des différentes interventions de l'APC. À très bientôt. À bientôt.